Très heureux de vous accueillir pour lancer ce grand samedi de direct avec le e-prix de Monaco pour lancer ce magnifique samedi. Départ imminent à 18h50. Saint-Etienne face à Guingamp avec Yohan Rioux, Pierre Bouby pour votre affiche Ligue 2. Et 21h10 dans la foulée, la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna, le Real de Benzema et de Carlo Ancelotti qui doit absolument remporter un trophée avant sa demi-finale de Ligue des Champions mardi face à Manchester City. La grille est en place. Adrien Pavio avec Paul Louchatin, avec Mylène d'Orange en direct depuis Monaco. On est ensemble pour vivre ce départ si spécial à Monaco. C'est l'épreuve la plus mythique peut-être de cette saison 9, en tout cas une des plus attendues des pilotes. Dans quelques instants, ils vont pouvoir se positionner sur la grille. Jack Hughes, le poleman, devant le français Sacha Fenestraz, son coéquipier et compatriote Norman Nato en troisième position. Les deux monoplaces rouges de Nissan à l'assaut de la monoplace orange, de la McLaren orange du poleman Jack Hughes. Les deux DS Penske, entre autres du français double champion Jean-Éric Vergne, partiront avant-dernière et dernière. On va suivre la remontée des DS. Et la Porsche blanche du leader du championnat Pascal Wehrlein qui partira que 12e. Voilà le scénario complètement fou de ce e-prix. La pression monte dans le clan Nissan qui connaît enfin un peu de succès après des week-ends compliqués. Les feux s'allument. Et à l'impulsion, le poleman Jack Hughes qui va tout de suite essayer de se défendre sur Sacha Fenestraz. C'est Norman Nato qui est au combat pour protéger la troisième position. C'est réussi de la part du français. Ouais, très bon départ hein, de Sacha Fenestraz, de Jack Hughes et de Norman qui a réussi à garder la troisième position, c'était important. Et Stoffel Van Dorn qui a déjà réussi à passer Lucas Di Grassi au départ avec une des deux DS Penske. Jack Hughes en tête, Sacha Fenestraz deuxième, Norman Nato troisième, Dan Ticktum impressionnant quatrième avec l'Anio devant la Maserati bleue de Max Günther. On arrive dans le mythique virage du Fairmont. Ouais, il va falloir que Norman soit attentif hein, avec Dan Ticktum qui, on le sait, un petit peu de réputation parfois peut être un petit peu agressif et il faudrait faire attention à lui. En tout cas pour l'instant un premier tour qui se passe plutôt calmement. Et on voit la pression de Dan Ticktum qui, comme à Berlin, a envie d'être aux avant-postes de cette course. Il est donc très pressant là où on sent les autres pilotes plutôt conservateurs dans la gestion de l'énergie. Ouais, c'est exactement ça. S'il y a un pilote potentiellement qui peut essayer de prendre les commandes de la course et essayer de s'envoler au risque de consommer un petit peu trop, peut-être que Dan Ticktum peut être celui-ci. Alors qu'on le voit, hein, Norman qui veut garder pour l'instant sa troisième position, qui ferme un tout petit peu les portes. Il essaye de fermer un petit peu les portes sur Dan Ticktum sans perdre trop de temps et il fait très bien pour l'instant. Les deux DS remontés 20e et 21e après avoir passé Lucas Di Grassi. Et Norman Nato toujours sur la défense. Jack Hughes avec la McLaren orange en tête de ce e-prix de Monaco. Le français Sacha Fenestraz deuxième. Ouais. Là on est embarqué avec Jack Dennis 8e. Partez 11e avec Jack Dennis qui remonte bien. Alors là, il est 8e, hein, on ne l'a pas vu passer Nick Cassidy. Ah si, il est 7e, pardon. Et Jack Dennis, non, il est 8e, il est derrière, voilà. Non, il est derrière Cassidy. Cassidy 7e. Hein. Nick Cassidy, deuxième du championnat. Et attention parce que là, ça bouge dans le peloton. Et Pascal Wehrlein qui... En tout cas, c'est Nick Cassidy qui s'est fait doubler, selon moi, par, je dirais, par Jack Dennis ou Oliver Roland. Et Roland, incroyable, hein, Roland 7e. Et Jack Hughes qui reste en tête. Ouais. Oui, hein, parce qu'on vous le rappelle, à Berlin, on voyait vraiment les leaders qui ne voulaient pas garder cette position de leader, tout simplement parce qu'on consomme trop d'énergie.
quand on est premier, parce qu'il y a le phénomène d'aspiration. Et là, pour l'instant, Jack Hughes qui garde sa position, même si on le voit peut-être ralentir un petit peu. Là, ça ralentit, hein. Il ralentit. Clairement, il ne veut pas rester en tête. On voit le peloton qui se resserre. Jack Hughes qui ralentit le rythme, peut-être dans l'espoir qu'un autre pilote aille prendre la tête et consommer plus d'énergie. Ça fait peut-être les affaires des DS. En tout cas, ça bouge beaucoup dans le peloton. Et on voit Sacha Fenestraz finalement qui ne veut pas prendre cette position non, de leader. Il ne veut pas la prendre et on voit que même Norman se décale pour voir un petit peu ce qui se passe. En fait, on voit une stratégie assez intelligente des deux pilotes Nissan, c'est-à-dire que ça a tapé André Lotterer qui va tout de suite sortir de la piste. Alors, ça a aurait priori, tapé pas à de neutralisation, mais c'est terminé pour André Lotterer. Ce sera à la race-classe dans le dernier virage peut-être. Après, je vais vous dire, si vraiment il veut pas garder la tête, Jack Hughes il active un mode attaque. Oui. Mais là, le peloton est tellement dense qu'il perdrait beaucoup trop de positions en piste. Exactement, c'est ce qui est... Et c'est un petit peu la particularité cette année de ce mode attaque, c'est que finalement ça devrait être un mode qui devrait nous amener plus de puissance, mais il faut presque le voir finalement comme, pas une pénalité, mais on est obligé de l'utiliser à un moment. Il faut l'utiliser au moment où, parce qu'on va prendre l'extérieur en fait quand on va chercher le mode attaque, ce qui fait que les pilotes vont faire moins de chemin et vont nous doubler. Donc il faut le prendre, ça permet peut-être de perdre une place quand on est leader, mais il ne faut pas se retrouver non plus 6e derrière parce qu'on perdrait trop de place. Et en temps réel, Nick Cassidy prend virtuellement les commandes du championnat puisqu'il est 7e, synonyme de 6 points, tandis que Pascal Wehrlein n'est que 13e avec la Porsche. Donc on a virtuellement un changement de leader au championnat. Ouais, en rappelant que Pascal Wehrlein avait pris la tête du championnat dès la deuxième course d'ouverture. Donc ça serait, on est à la mi-championnat et ça serait un vrai changement. Ah, et important, information importante. Désolé de demander, mais je veux juste être sûr. On a une consigne d'équipe avec Norman parce que là, visiblement, Norman Nato se fait pressant sur Sacha Fenestraz. Exactement. Mais alors Norman se fait pressant, je suis pas sûr qu'il se fasse si pressant. Je pense qu'en fait c'est une manière d'avoir un peu de visibilité et aussi de fermer la porte sur Dan Ticktum. En fait, moi comment je vois la chose comme si les deux pilotes, alors on va essayer d'écouter Sacha, mais en tout cas comme si les deux pilotes Nissan essayent de maintenir leur position 2 et 3 sans être premiers. Et donc ça veut dire que Sacha ne veut pas doubler Jack Hughes, bien évidemment, et Norman essaye de maintenir cette position de 3e tout en sans aller chercher l'attaque sur Sacha. Donc c'est pas évident la position de Norman. Les DS qui continuent leur remontée. Stoffel Vandoorne maintenant 18e. Et le leader du championnat, Pascal Wehrlein, toujours hors des points à la 13e place. Ah, ça y est, il a gagné une position et à Buemi qui visiblement a connu un virage du Fairmont un peu compliqué. La McLaren de Jack Hughes en tête. Sacha Fenestraz et Norman Nato, les Français 2e et 3e. Les Nissan qui résistent à la NIO de Dan Ticktum et à la Maserati de Max Günther. Stoffel aussi qui gagne encore une place. Ça va être intéressant de suivre un petit peu la stratégie des pilotes DS. On entendait Jean-Éric tout à l'heure dire que le début de course serait sans doute un petit peu prudent pour économiser de l'énergie, mais qu'ensuite ils essaieraient de remonter le plus possible. Donc on peut se dire qu'on est déjà quasiment au 5e tour de course. Donc d'ici peu de tours, on devrait voir les pilotes DS remonter. Ouais, et là Sébastien Buemi. Et c'est... Ouais, Jack Hughes qui dit qu'il espère que ça convient sur l'énergie parce que là il fait de son mieux. Sébastien Buemi qui a eu vraisemblablement un petit problème et qui est redescendu à la 15e place. On l'a vu au ralenti tout à l'heure à l'intérieur, c'est reparti. Robin Frinch là qui vient de perdre aussi quelques places. Pas évident pour les deux pilotes Cupra. Et Stoffel Vandoorne qui est 16e maintenant. Vainqueur ici l'année dernière, Stoffel Vandoorne. Oui, Stoffel qui c'est son unique victoire l'année dernière, il a été champion de Formula I et c'est son unique victoire à Monaco. C'est à ce moment-là où il a pris la tête du championnat. L'extérieur de Nick Cassidy. Magnifique. Incroyable. Incroyable action. Et Nick Cassidy là dans la manœuvre, ça lui a permis de passer Mitch Evans. Et Jack Dennis, il est remonté 6e Nick Cassidy. Magnifique. Gagné 2 positions par l'extérieur au Fairmont. Et oui, ça bouchonne à l'intérieur. Il a une très belle lecture de la situation. Et c'est quelque chose de compliqué pour les pilotes. On gère l'énergie
pour le coup, on roule un petit peu en dedans, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser au maximum parce qu'on essaye d'économiser au maximum l'énergie. Mais à côté de ça, il y a un pilote qui peut saisir une opportunité, comme l'a fait Nick Cassidy à l'instant, en allant finalement en trajectoire opposée, en passant par l'extérieur et en surprenant les deux pilotes devant lui qui ne s'y attendaient pas. En tout cas, on voit quand même le jeu des pilotes de tête de ralentir un petit peu pour moins consommer d'énergie, fait qu'on a un peloton tellement compact derrière et ce qui permet d'avoir un grand nombre de dépassements. Mais là c'est pas compliqué, hein. Pourquoi on n'a pas de changement de leader contrairement à Berlin? Parce que là, à Berlin, le mode attaque était pénalisant à attaquer, mais pas tant que ça. Vous tiriez tout droit, vous perdiez 1 ou 2 secondes. Là, le mode attaque est extrêmement pénalisant à Monaco. Là, vous perdez beaucoup plus de temps en l'activant, et c'est certainement ce qui fait que les pilotes... clairement, Jack Hughes ralentit parce qu'il ne veut pas être en tête et il dit bah si ça... Oh, et on revoit, oui. Oui, ça avait tapé fort. Mais d'un autre côté, là il peut pas activer le mode attaque parce qu'il y serait trop perdant. C'est ça. D'ailleurs, hein, pour l'instant... Et d'ailleurs, Sacha Fenestraz s'y emploie très bien. Sacha Fenestraz, il garde le contact pour pas qu'il active le mode. Il y a du mouvement derrière, mais reste concentré sur ce que tu fais bien. Voilà ce qu'on dit au leader Jack Hughes, qui voit peut-être les Nissan un petit peu s'agiter. Pas de changement dans le top 5, dans le top 6, même si dans le top 5, oui, après la remontée de Nick Cassidy, qui subit malgré tout la pression de Mitch Evans. Oh, ça s'est attaqué, ça s'est touché derrière. Oliver Roland qui s'est envolé sur une monoplace. Ce serait intéressant de revoir l'action après, hein, mais Oliver Roland qui a perdu en tout cas des éléments de son aileron avant. Oui, il a même quasiment détruit son aileron avant, Oliver Roland. Et Norman. Oui, Nick Cassidy qui le tente par l'extérieur. Nick Cassidy qui vient de passer à la 4e place, de la 6e à la 4e, incroyable. Nick Cassidy qui a passé coup sur coup d'Antictum. Et qui double Norman Nato. Et donc il y a une stratégie. Il y a une stratégie différente là, clairement. Il veut aller devant peut-être pour activer un mode attaque rapidement là. On l'a vu, hein, Nick Cassidy qui vraiment va surprendre à chaque fois ses adversaires par l'extérieur. Mais c'est incroyable cette stratégie vraiment clairement est différente de ses adversaires. Ouais. Mode attaque activé pour Jack Hughes sans avoir perdu la tête, ça serait étonnant. Ah si, il l'a perdu, si. Oui, non, ça, ouais, il est 4e Jack Hughes, ce qui reste très bien payé. Franchement, là Jack Hughes, ça a été parfaitement exécuté de la part du pilote McLaren. Mode attaque activé pour Roland également. Alors Roland qui l'avait activé avant d'avoir sa touchette à la sortie du tunnel. Alors on a un drapeau jaune, hein, parce qu'il y a des débris sur la piste. Oliver Roland qui a sous-estimé le... Ouais, en fait ça ralentit devant et il vient taper une des deux Cupra, une des deux Maserati pardon, certainement celle d'Eduardo Mortara. En fait ça ralentit beaucoup devant et il vient taper l'arrière de Mortara, à voir si Mortara a des dégâts peut-être derrière sur sa Maserati. Et Sacha Fenestraz qui profite d'être en tête pour prendre provisoirement le meilleur tour en course. Alors on va voir si Sacha... là la stratégie elle est simple, hein, il creuse. Attaque. Il va essayer de creuser pour activer tout de suite le mode attaque. Il y a un petit peu d'écart dans le top 3, ça serait, je pense, le moment d'aller l'activer. On n'est pas dans la stratégie des équipes. Oui, il est activé pour Sacha Fenestraz. C'est très bien joué de la part du Français qui ressort 2e. Non, 4e. Il est ressorti 4e. Il est ressorti devant Jack Hughes. Il est devant Jack Hughes, Sacha Fenestraz. Ça, c'est la très belle opération. Voilà, c'est très bien joué de la part du Français. Et là, on a entendu à la radio, hein, l'ingénieur de Norman lui dire follow Cassidy, donc suis Cassidy, et peut-être aussi, ça veut dire aussi suis la stratégie de Cassidy. Ah bah c'est exactement ce que ça veut dire. Si Cassidy fait le mode attaque, et ben tu y vas aussi. Par contre, s'il ne fait pas, tu n'y vas pas. Et Mitch Evans qui s'est intercalé justement entre la Nissan de Sacha Fenestraz et la McLaren de Jack Hughes.
Magnifique attaque hein, par Ouais, l'extérieur. rien à dire. Mitch Evans qui joue la position en piste, sa position dans le groupe. Alors Pascal Wehrlein est remonté 8e, mais vous le voyez, 2% de moins. Ça lui a coûté de l'énergie de remonter dans les points à Pascal Wehrlein. Mitch Evans, c'était sur Sacha, hein, l'attaque de Mitch Evans. Et attention parce que là, Jack Hughes, voici Jack Hughes, doublé par Jack Dennis. Mitch Evans a doublé Fenestraz, vous l'avez dit, Paul Lou. Et Pascal Wehrlein qui est sur la même stratégie que Cassidy. Il est en train d'attaquer pour essayer de remonter dans le peloton. Et voilà. La Norman qui devrait se retrouver, je pense, juste derrière Sacha. Et qui a vraiment suivi Cassidy comme c'était prévu. Mais qui a perdu plus de place. Oh oui, c'est une McLaren. Celle de René Rast, c'est celle de René Rast qui est en difficulté. Ça serait peut-être bien voilà, de revenir... Non, c'est pas Jack Hughes. Hein. Non, c'est René Rast. Hein. C'est René Rast qui est en difficulté. Ça serait peut-être bien de revenir sur les leaders. À moins que la voiture s'arrête en piste, mais ça m'étonnerait. Dan Ticktum est en tête devant Mitch Evans. Fenestraz qui a déjà activé un mode attaque est 3e. Dennis 4e. Nick Cassidy est 5e. Hein. Sacha Fenestraz qui a vraiment fait un super job sur l'activation de son premier mode attaque. Ouais, c'est un petit peu comme s'il avait fait un premier arrêt au stand et que les autres devaient encore s'arrêter hein, pour comparer avec d'autres séries automobiles. Pendant ce temps-là, on a Stoffel Van Dorn et Jean-Eric Vergne qui sont 15e et 16e, donc qui petit à petit récupèrent quelques positions, mais pour l'instant c'est insuffisant. Ouais, clairement pour l'instant là ils suivent la stratégie qu'ils s'étaient donnée. Alors maintenant, ouais, Sacha qui met la pression sur Evans, sur Dennis pardon, car oui l'attaque de Nick Cassidy. Nick Cassidy qui se fait plus que pressant sur Sacha Fenestraz. Activation du mode attaque pour Dan Ticktum, pour Jack Dennis également. Ouais, c'est pour ça que Jack Dennis avait été très agressif hein, dans les deux derniers tours. Et là c'est bien ce que Sacha Fenestraz il a réussi à mettre Dan Ticktum entre lui et Cassidy. Normalement ça va l'occuper un petit moment là Nick Cassidy, parce que Dan Ticktum c'est pas forcément le pilote le plus tendre du peloton. Mitch Evans qui du coup dans cette phase de course s'offre une seconde d'avance. Et je serais pas surpris de voir Mitch Evans passer en mode attaque hein, dans le prochain tour, étant donné qu'il a réussi à creuser une petite seconde d'avance. Sacha qui a fait un beau deuxième secteur hein, qui est bien revenu derrière Mitch Evans. En tout cas on a quelques écarts un peu plus importants et là c'est l'attaque hein, de Cassidy sur Ticktum. Ouais, Nick Cassidy qui passe, qui veut vraiment rester au contact des premiers. Importante information, on ne veut pas se faire passer par Cassidy chez Nissan et on vient de dire à Sacha Fenestraz surconsomme s'il le faut, mais tu dois suivre. Ah oui, c'était pour activer le deuxième mode attaque. Que c'est bien vu chez Nissan. Oui. Que c'est bien vu. On venait de le voir, il y avait plus d'espace entre les leaders. Et c'était pour ça, surconsomme si besoin, mais suit Evans, et bien voilà. Magnifique, hein. Sacha qui a déjà utilisé son... Très bien joué, il s'est débarrassé de tous ses modes attaque. Attention à Pascal Wehrlein, bloqué. Non, c'est Antonio Félix d'Acosta bloqué à l'intérieur. Ah, les Porsche qui ont du mal à se frayer un chemin hein, dans ce peloton. Le leader du championnat Wehrlein hors des points pour l'instant. Et Jean-Éric Vergne qui remonte, il est 14e. Et là par contre visiblement il y a eu une phase de course compliquée pour le français Norman Nato, redescendu 9e. Ouais, après le premier mode attaque de Norman, il a perdu un peu plus de place que j'espérais et c'est... Ouais, la réintégration dans le peloton était beaucoup plus dure pour Norman Nato que pour Sacha Fenestraz. Et Cassidy hein, qui a fait un début de course incroyable. Et vous le voyez Nick Cassidy sur les dernières courses.
À l'exception de la première de Berlin, il a systématiquement terminé sur le podium avec cette victoire lors de la toute dernière. Et en parallèle, hein, on voit Sébastien Buemi, pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Nick Cassidy qui a un deuxième mode attaque à activer, tout comme Mitch Evans. Tout comme Jack Hughes. Là on est en caméra embarquée avec Jack Dennis. Il y va, il va activer le mode attaque, et oui, Jack Dennis, et vous voyez le point de frein, en fait ça fait, c'est même plus qu'une épingle, on est obligé de freiner dans l'activation pour pouvoir avoir l'espace de sortir. Ce mode attaque, il est vraiment extrêmement contraignant ici à Monaco. Difficile d'entendre la radio de Tic Toum, c'était un point sur les consommations d'énergie et sur les modes d'attaque de ses adversaires autour de lui. Alors vous dites si je me trompe Adrien, mais pour moi des 3 leaders, Sacha est le seul qui a utilisé tout son mode attaque. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Sacha est vraiment en très bonne position. Là je serais pas surpris hein, de voir Nick Cassidy utiliser son mode attaque dans le tour prochain, parce que il y a un beau step, il a un petit step d'avance sur Mitch Evans, et surtout derrière Sacha il y a un gros step. Il a de l'avance, Nick Cassidy. Mitch Evans très logiquement pourrait suivre la stratégie de Cassidy comme l'a fait Nato tout à l'heure. À voir où se retrouvera Sacha Fenestraz au moment où les deux leaders vont activer leur deuxième mode d'attaque. Ah oui, il veut le prendre maintenant. C'est Nick Cassidy qui s'entretient avec son ingénieur et qui dit là on devrait le prendre. Ok, on peut le prendre là. Oui, il vient de prendre le meilleur tour en course Cassidy. Il a donc attaqué pour avoir l'espace pour l'activer sans perdre trop de position. Ouais, exactement. Et les écarts qui se sont creusés hein, aux avant-postes. Ouais, il y a vraiment les 3-4 premiers, et après il y a un vrai écart entre Jack Dennis et Jack Hughes. Et alors, est-ce que mode attaque? Et mode attaque activé pour Nick Cassidy, mais pas pour Mitch Evans. Mitch Evans qui a choisi de ne pas activer le mode attaque. Étonnant. Ouais, c'est surprenant. Très étonnant. Alors peut-être qu'il voulait jouer la position et que là il va essayer de creuser un petit peu d'écart en espérant creuser assez d'écart pour ressortir devant Cassidy. Par contre, si je me trompe pas, juste la seule mauvaise nouvelle, c'est que Cassidy serait ressorti devant Sacha. Et Cassidy ressorti devant Sacha Fenestraz, absolument, Paul Loup. Cassidy qui a gagné 7 positions, hein, incroyable. Il partait 9e. Incroyable, Nick Cassidy. Max Günther pendant ce temps-là qui vient de passer Dan Tic Toum. Oui. Très bien joué de la part du pilote Maserati. Clear the 2 cars in front of us. There's a big gap after that. Hughes is holding the pack. He's in P5. Ils sont dans le peloton pour se battre pour la 5e place, annonce-t-on à Max Günther. Les autres pilotes devant sont très très loin. Oui, c'est un peu le message subliminal aussi que son ingénieur lui a fait passer. Attention, Hughes, il nous ralentit un peu tous, et devant l'écart se creuse. Et si l'écart se creuse davantage, ce sera compliqué de faire la jonction par rapport aux 4 premiers. Alors est-ce qu'on va voir Evans prendre le mode attaque? Là il va se faire doubler hein, s'il prend. Et oui, il y va. Activation du mode attaque pour le leader Mitch Evans qui va ressortir aux côtés de Sacha Fenestraz. Sacha qui ne veut pas se laisser faire. Et oui, mais il est passé, Mitch Evans. Mitch Evans qui ressort devant la Nissan. Et la stratégie de Mitch Evans qui a en partie fonctionné. Ça n'était pas suffisant pour passer devant Cassidy, mais ça l'était pour passer devant Fenestraz. 1% de plus que Cassidy. Et Jack Dennis à l'intérieur. Ouais, mais ça ne passe pas sur Evans. Cassidy hein, qui est là aussi dans la bataille. Je vous cache pas que je finis par être perdu. J'ai un doute si Cassidy n'a pas activé les deux aussi. Ah oui, il a activé les deux. Dennis, pardon. Jack Dennis, j'ai un doute s'il n'a pas activé les deux. On était en cam embarqué quand il a activé le deuxième, je crois. Hein. Ouais, j'ai un doute sur Jack Dennis.
Good job, good job. Ah ouais, We stay there for now. We stay there. on reste là pour l'instant. We defend Dennis. Et oui, on reste là. On ne veut pas prendre la tête du côté de Mitch Evans. On ne veut pas surconsommer. On veut laisser la lourde tâche à Nick Cassidy d'être premier et de surconsommer. Et regardez d'ailleurs comme Mitch Evans se colle à Nick Cassidy pour surtout pas avoir l'air, avoir la résistance à l'air, pour ne surtout pas consommer. Ouais, et surtout hein, aussi Cassidy qui a ralenti et qui ralentit tout le groupe de tête qui avait réussi à créer un écart. Donc on a vu tout à l'heure les leaders, en fait, pour pouvoir utiliser leur mode attaque sans perdre trop de place, ont utilisé un peu plus d'énergie. Maintenant qu'ils ont utilisé leur mode attaque, il faut sauver de l'énergie. Et on voit le peloton derrière qui se regroupe et on a vraiment un empilement de voitures dans le virage du Fairmont. Allez, ça serait bien de voir éventuellement, si nos amis de la réalisation sur place pouvaient nous montrer le nombre de modes attaque restants par pilote. Should I overtake or not? No, we stay where we are and Eh we oui. defend. Ils ne veulent Stay pas. where we are. Ils ne veulent pas être en tête, d'autant qu'il a le crash box abîmé, mais Mitch Evans, c'est une prise d'air supplémentaire. On ne veut pas surconsommer en tête de la course. Et Mitch Evans, en plus, il devrait s'en souvenir, hein, lorsque D'Acosta gagne parce que Mitch Evans est impatient et qu'il prend la tête de la course de manière magistrale dans la montée du casino, mais beaucoup trop tôt. Exactement. Et il y a les deux Maserati en embuscade, 5e et 6e. Gunther et Mortara sont là. On vous avait dit de garder un œil sur les Maserati à Monaco. Eh bien, elles sont là maintenant, bien placées dans ce peloton qui s'est fortement densifié. Hein. Oh oui, là... On avait parlé des 5 premiers qui s'étaient échappés, c'est plus du tout le cas. Et Mitch Evans qui prend la tête, malgré ce que lui dit son ingénieur. Incroyable! Incroyable! Ouais, Mitch Evans, il devait trouver le rythme de Cassidy vraiment trop lent et peut-être que Mitch Evans va essayer de creuser un petit écart. Il va sans doute essayer pendant 2-3 tours de voir si, sans consommer trop, il arrive à se faire un petit écart. Et sinon, on peut imaginer qu'on aura de nouveau un changement de leader. Et en tout cas, on le voit, hein, comme vous le disiez, Adrien, les... Oh, alors qu'il y a une touchette. Ça se touche derrière, oui, entre une McLaren, celle de Jack Hughes, et la Nio de Dat Tictou. Ça a permis à Antonio Félix d'Acosta de gagner des positions avec la Porsche. L'autre Porsche, celle du leader du championnat, Pascal Wehrlein, est hors des points. Pascal Wehrlein hors des points au moment où son adversaire principal, Nick Cassidy, est 2e de la course. Ouais, c'est évident que si ça reste sur cette philosophie-là. Et l'attaque de Sam Bird. Sam Bird qui pousse Norman Nato à couper la chicane. Et qui passe Norman Nato. Oh, attention, l'attaque! Et on s'est touché! Et c'est Nato et d'Acosta qui se sont touchés. C'est intéressant de revoir tout ce qui s'est passé. Ah oui, Bird déjà qui y va de manière un peu offensive. Wehrlein qui en profite pour couper un peu. Et tout ça, ça va permettre au DS de remonter haut encore. Hein. Oui. Et d'Acosta, ça y est, qui perd des positions. D'Acosta qui est dans les stands. C'est terminé pour Antonio Félix d'Acosta. Ouais, on a Jean-Éric et Stoffel qui font une course pour l'instant presque parfaite. Hein, ça remonte petit à petit. Ils sont 12e et 13e. Jean-Éric Vergne partait 22e. Pascal Wehrlein partait 12e. Ils sont l'un derrière l'autre. Exactement. Ça vous dit la remontée et le rythme du français, du double champion. Activation du 2e mode attaque pour les deux Maserati. Ouais, qui a été passé au bon moment. Je pense qu'ils ressortent devant Sam Bird. Ils n'ont perdu qu'une place. C'est très très bien vu de la part de Maserati. Je pense que là dans le top 8 voire 9, tout le monde a activé ces deux modes attaque. Ouais. On va attendre une confirmation normalement là. Parmi les premiers, il n'y a plus de mauvaise surprise. Ouais, c'est une caméra qui est intéressante. On voit toutes les corrections que le pilote peut faire au volant en regardant la roue avant gauche. On voit Max Gunther qui essaye de progresser intelligemment dans ce peloton.
Peloton beaucoup plus calme qu'à Berlin. Et Günther par l'extérieur sur Jake Hughes. Et ça va passer pour le pilote Maserati. Et Cassidy qui a redoublé Evans, si on avait bien eu un changement. Ah oui, Evans-Cassidy. c'est fait partie des images qu'on n'a pas eues. Nick Cassidy en tête devant Mitch Evans. Jack Dennis toujours 3e. Sacha Fenestraz le français 4e. Et l'attaque de Dennis sur Evans. Jack Dennis qui va aller prendre la 2e place. Evans qui ne veut pas la céder, sa 2e place. Incroyable l'image. C'est sûr que c'est pas des phases de course auxquelles on est habitué, mais les voitures sont tellement peu larges, tellement étroites que ça, il n'y a qu'en Formule 1 que vous pouvez voir ce type d'action complètement folle. Ah, c'est sûr que le même type d'action avec une Formule 1 au même endroit, ça ne passe pas. Ça tourne pas. En fait, on voit Evans qui je pense se sent très fort mais ne veut pas être premier pour ne pas trop consommer, mais ne veut surtout pas rétrograder. Pour moi, de la lecture de course, j'en ai un petit peu depuis 10 minutes. Nick Cassidy et Mitch Evans semblent très forts, mais attention à Jack Dennis en embuscade juste derrière, sans oublier bien évidemment Sacha qui est 4e, solide 4e depuis tout à l'heure. Alors que là il se fait attaquer un petit peu par Jet Hughes, mais pour l'instant il gère bien. Et Jean-Éric Vergne qui vient de passer Pascal Wehrlein pour le gain de la 11e place. Jean-Éric Vergne, le double champion. Je crois même qu'il vient de doubler Norman Nato. Jean-Éric Vergne qui rentrerait dans les points. On attend la confirmation. Ouais, Jean-Éric qui fait vraiment une très très belle course, parce que même en ayant activé son mode attaque là, je crois que c'était pour la première fois pour le pilote DS, finalement il n'a pas perdu de place. Il en aurait même gagné une, parce que je crois qu'il était 12e et il est passé 11e. Voilà, Jean-Éric Vergne qui est 10e. Ouais, Jack Dennis attaqué par Sacha Fenestraz, ça ne passe pas. Ouais, le peloton, le top 5 qui commence à s'énerver un peu. Jean-Éric Vergne, on vous le confirme, le double champion de la discipline, le français est dans les points après être parti de la 22e et dernière place. Ouais, pour moi il y a deux grosses performances depuis le début de la course, c'est Jean-Éric et Nick Cassidy qui ont tous les deux gagné une dizaine de places. Nick Cassidy partait 9e. Ouais, Nick Cassidy donc a gagné 8 places, Jean-Éric Vergne a gagné 12 places. C'est les deux grosses performances. Jack Dennis 8 places également, Mitch Evans 4 places. Donc 12 places de gagné, ça, on confirme pour Jean-Éric Vergne, vous le disiez, Paul Loup, c'est incroyable. C'est la plus grosse remontée. Et Jack Dennis, 8 places de gagné, tout comme Nick Cassidy. Jack Dennis qui va en gagner une 9e sur Mitch Evans, il est extrêmement pressant, le pilote à Valen Chandretti. Et oui, alors il y a un pilote qui est tout aussi impressionnant, et surtout une équipe, parce que jusque là ils étaient bons en qualif et la gestion de l'énergie ça marchait pas en course. C'est Dan Ticktum, parce qu'avec sa NIO, eh bien il est toujours là. Les NIO qui avaient tendance à s'effondrer en course, et bien là ça marche pour Dan Ticktum, et ça va être des gros points certainement pour NIO. Et oui, et Dan Ticktum qui est vraiment menaçant derrière Sacha Fenestraz, donc qui remonte très fort. Et c'est sûr que là, on voit les pilotes qui vont vraiment commencer à se battre et à fermer les portes, comme on l'a vu là avec Dan Ticktum sur Hughes. Parce qu'on est quand même rentré dans le dernier tiers de la course. On rentre dans le money time, ça va commencer à s'exciter maintenant. On va passer de la phase de gestion à la phase de prise de risque. Et on le sait bien, attention à Monaco, on peut passer de héros à zéro très très rapidement. Donc entre la prise de risque pour doubler, mais aussi pour défendre sa position par rapport à un pilote derrière qui attaquerait à un endroit pas évident, on peut avoir de grosses surprises dans les 9 tours restants. C'est faux quand même, Nick Cassidy qui n'est pas qualifié pour les quarts de finale ce matin. Mitch Evans éliminé dès sa première face à Norman Nato, éliminé dès sa première quart de finale. Regardez où est Nato, regardez où est Evans, c'est complètement fou.
C'est vraiment ce qui est difficile à lire pour nous les téléspectateurs. Let's go. Alors, et oui, il y a 1% de plus pour Evans, 2% de plus pour Dennis par rapport à Cassidy. Hein. Vous voyez Cassidy, il est resté très longtemps en tête. Il a 1% de moins. Ouais. C'est réel, hein, cette histoire de si vous êtes en tête, vous consommez plus. C'est réel. C'est vraiment Jack Dennis. Pourtant, et là, je vais vous dire, là Cassidy, il s'est dit bon bah de toute façon, mort pour mort, je reste devant et je bloque. Et je bloque. Et je ralentis. Je gère mon énergie pour aller au bout et je bloque. C'est ça. Et pour le coup, derrière, eh bien, ça va un peu s'empiler. Jean-Éric Vergne 8e. Jean-Éric Vergne qui a passé Mortara. Il est en train de faire une très très grosse performance, Jean-Éric. Et c'est pas fini, hein. Et c'est pas fini. On voit Jack Dennis qui arrive à avoir un tout petit gap par rapport aux deux leaders, ce qui lui permet de gérer encore mieux son énergie, parce que quand on est juste blotti. Oh, et Mitch Evans, il en peut plus, hein. Il veut y aller, Mitch Evans. Il veut y aller. Et Jack Dennis qui a failli laisser son aileron avant. Ça passe pas loin des rails, hein, pour Mitch Evans. Oh, ça a tapé derrière. Il y a une... C'est Dan Ticktum, encore Dan Ticktum, incroyable. Dan Ticktum qui n'a plus d'aileron. Oh. Et il y a une Nissan qui va s'arrêter. Aïe aïe aïe, c'est Norman Nato. C'est Norman Nato malheureusement. Et là Dan Ticktum avec des dégâts. Est-ce que Jean-Éric a pu passer Ticktum? Et Jean-Éric qui est revenu 7e. Il est 7e. Non mais même pas 6e, il va doubler Ticktum. Et donc c'était pas Ticktum, non, c'était Gunter. Pour moi. Non, il est là, il bloque Jean-Éric Vergne. C'est anti-sportif de la part de Dan Ticktum d'être au ralenti avec des dégâts et de bloquer tout le monde. Et là, il va faire Jean-Éric qui arrive il faut Jean-Éric qui arrive à le doubler très très rapidement, sinon l'écart va se creuser. Oui, mais c'est même pas ça, c'est anti-sportif. C'est comme écraser Stoffel Van Dorn dans le mur à Berlin. De toute façon, j'enfonce de réputation Dan Ticktum n'a jamais été très sportif. Voilà, j'allais dire j'enfonce une porte ouverte, on sait tous Dan Ticktum, mais bon, voilà. Et voilà, du coup ça va laisser le top 5 totalement isolé. Et Max Günther arrêté en piste. Et ça peut entraîner une neutralisation essentielle dans la suite de cette course. Safety car. Intervention du safety car ici à Monaco à 6 tours de la fin. 7 tours de la fin. Exactement. Ça nous annonce une fin de course incroyable. Safety car, on va marquer une très courte pause. On va la prendre tout de suite, comme ça on ne loupe rien les amis du spectacle. On revient tout de suite à Monaco pour la relance. À tout de suite. Nous sommes de retour à Monaco, toujours sous régime de safety car. Vous n'avez absolument rien manqué de cette course, puisque nous sommes toujours neutralisés après l'accident qui a opposé Dan Ticktum et Max Günther. Il y a eu en fait une succession d'événements qui ont amené à cet accident. On va essayer de vous remontrer les images qu'on a. D'abord, il y a cette première image. Ça va intervenir, je crois, un peu derrière. Là, on voit les différentes batailles en tête de la course. Alors, on nous remonte d'abord les différentes batailles pour la tête de la course entre Cassidy et Evans qui se livrent un duel absolument fantastique entre l'équipe Envision Racing et l'équipe Jaguar. Envision motorisé par Jaguar. Et voilà. C'est les deux équipes fortes hein, depuis le début de cette saison. Et là on vous remonte l'accident. Alors Dan Ticktum d'abord abîme son aileron avant à la rascasse contre la voiture de Jake Hughes de Fenestras pardon. Non, en espérant que ça n'a pas causé de dégâts à Sacha. Hein. Et en fait, il a son aileron abîmé. Et du coup, il veut absolument essayer de protéger sa position au mieux. Et c'est là qu'il va en fait essayer de fermer la porte sur un Max Günther qui avait déjà lui aussi une voiture abîmée puisqu'il venait d'écraser Eduardo Mortara dans le mur. Et voilà ce qui a conduit à cet accident entre Ticktum et Max Günther. Et pour le coup, on retrouve Ticktum et Günther qui a abandonné. Et Ticktum bon, qui est toujours en 6e position, mais ça va être très compliqué. Et ça repart avec un Dan Ticktum avec une voiture abîmée mais qui est toujours dans le peloton. C'est reparti.
va être intéressant de voir hein, si il faut que Tic Toom Jean-Éric arrive à à doubler tout de suite Dan Tic Toom, hein, sinon C'est il va ça. perdre énormément de temps. C'est exactement ça. Le problème c'est qu'il a même pas réussi à coller au restart, c'était un petit peu dur. Et Mitch Evans qui ne veut plus attendre. Alors normalement on aura des tours additionnels hein, en raison du temps passé sous safety car. Et on pourra avoir 2-3 tours supplémentaires. Ouais, 2 tours je pense. À quel moment Mitch Evans va repartir à l'attaque de Nick Cassidy? En tout cas, incroyable remontée de Jean-Éric Vergne. Il partait 22e et dernier, il est remonté 7e. Ouais, et qui, je crois, vient de doubler Tic Toom, mais je suis pas sûr. Non, toujours pas, hein, toujours pas, non. il n'arrive pas à le passer. Tic Toom en fait a réussi à se débarrasser des morceaux qui traînaient sur sa voiture. Et le pilote Nio, en tout cas, on peut reconnaître la persévérance. Hein. Ça va être vraiment En important. même temps, derrière, vous avez Robin Freins qui est Nico Müller. Sans aileron. Nico Müller 10e qui roule sans aileron. C'est le cas de Mortara également. Exactement. L'aileron avant, je suis pas sûr qu'il ait une énorme efficacité à Monaco. Hein. Non, potentiellement un petit peu, mais bon, au vu des performances de Mortara sans aileron avant, c'est quand même performant. Même si, bien évidemment, Mortara a perdu des places hein, suite à son contact avec Gunter tout à l'heure. Malgré tout, il est toujours dans la course. 8 places de gagné dans cette course pour Cassidy, 8 places de gagné pour Jack Dennis. Et meilleur tour en course à l'instant hein, pour Nick Cassidy. Et oui, on nous met en avant la remontée de Jean-Éric Vergne, 7e. Ouais, Stoffel Van Dorn à la bataille avec Pascal Verlaine, le leader du championnat. Pour l'instant hors des points. Activation du deuxième mode attaque pour Sam Bird. Et dans le peloton, il y a quand même plus beaucoup de voitures qui sont intactes. Hein. L'état des voitures, ouais, c'est assez incroyable. Mais c'est principalement dû au fait finalement de la gestion d'énergie des leaders. Et ça n'a pas marché, ouais, l'activation du mode attaque de Sam Bird. Jack Dennis a quand même 2% de plus que Nick Cassidy. Hein. Ouais, et encore, j'allais dire, j'avais été surpris quand j'ai vu Sam Bird sur le mode attaque. Il l'a bien pris au début, mais à la fin, il a un petit peu trop anticipé le virage à droite et il n'était pas parfaitement sur la ligne de fin du mode attaque. Et donc je m'étais dit, tiens, surprenant si ça marche par rapport aux autres pilotes qui le respectaient davantage. Slightly up on energy to us, probably not relevant, but you're up on gas. Ah, pas de tour additionnel. On n'ajoute pas de tour. Étonnant. Donc ça veut dire que là, ils vont utiliser au maximum Ouais, de donc là, il puissance. reste 2 tours. Hein. Donc là, maintenant, c'est full attaque. C'est peut-être l'information que les équipes attendaient. Ils ont clairement creusé l'écart, les deux leaders. Donc là, on va vraiment voir les performances réelles hein, des voitures sur ces 2 derniers tours. On va voir si Mitch Evans va être capable d'aller doubler Cassidy, même si Cassidy. Et est-ce que Jack Dennis va tirer un avantage de ces 2% supplémentaires pour faire la différence? Après, ils ont quand même sauvé beaucoup d'énergie grâce au safety car. Est-ce qu'ils vont être malgré tout capables d'utiliser toute cette énergie sur les 2 tours restants? Sans doute. Ouais, 13% pour faire 2 tours et demi, on les a vus les faire avec moins. Mais c'est pour ça, d'où ma question. Finalement, est-ce que à cet instant, avoir 1 ou 2% de plus par rapport à son adversaire est un réel avantage? En tout cas là c'est l'attaque maximale, hein. On a presque l'impression qu'il ne gère plus Nick Cassidy et Mitch Evans. On voit d'ailleurs à l'image que ça va beaucoup plus vite. Oui, on est vraiment rentré dans et je vais vous dire, vous avez raison Paul Loup. Je pense que les équipes s'attendaient au moins à un tour supplémentaire, voire 2. Là on vient de leur dire pas de tour et là 13% pour faire 2 tours. C'est easy. C'est easy là, c'est parti. Hein, donc on est comme en qualif, on est en mode full attaque et il n'y a plus, selon moi, il n'y a plus aucune gestion d'énergie de la part des pilotes. Un petit peu mais moins, ça c'est sûr qu'il y en a moins. Drapeau jaune. Ah, c'est Nico Müller, ouais, qui est en difficulté, lui qui roulait sans aileron. Ça permet à Stoffel Van Dorn
de rentrer à son tour dans les points. Oh, la voiture est arrêtée. Ouais, là à mon avis, la voiture est arrêtée en pleine piste. Okay guys, everyone be aware, please be aware. Car 5-1 is at driver's left in turn 1. Obey the flags. He's just after the apex. Driver's left, turn 1. Obey the flags, obey the flags. Car stopped. Driver's left, exit of turn 1. Mais la voiture était bien sur la piste. Ouais, je serais très Le surpris pilote s'il n'y a pas de est safety sorti, il car. va bien. Il a bien dit que le pilote avait quitté la voiture. Hein. Selon moi, oui, safety car. Safety car, voilà. Safety car. Et voilà qui va certainement entériner la fin de course. Ouais, 8% pour faire un tour et demi, on était bon. Ouais. Ils étaient en attaque. Ah non, il était assis, voilà. Il était toujours dans la voiture, mais il allait bien. Le pilote allait bien. Quitter la voiture. En fait, il restait dans la voiture tant que le safety car n'était pas déployé. J'ai l'impression qu'il avait plus d'aileron avant déjà. Voilà. Et en plus, il a dû se faire toucher. Voilà. Allez, comme ça, c'était réglé. Oh, est-ce que ça aurait pas permis à Stoffel Van Dorn de gagner 2 positions, ça? Ouais, je pense bien. All teams follow the safety car. Follow the safety car behind the curb at turn 1, guys. Follow the safety car, please. Oh, et après, ils se sont touchés hein, entre c'est Sambird et Stoffel. En fait, c'est grâce à cette action que Stoffel Van Dorn rentre dans les points et que Pascal Wehrlein se classe 11e. C'est ça. Entre temps, on a vu Stoffel Van Dorn doubler Sam Bird. Quelle course? Est-ce qu'on va en rester là? Vraisemblablement, Nick Cassidy est en tête. Il pourrait gagner sa 2e victoire consécutive. Sous le regard de Sylvain Filippi. Mitch Evans 2e, Jake Dennis 3e. Ouais. Evans et Dennis qui partaient. Hors des points, Dennis partait 11e. Wehrlein 13e ou 12e. Mitch Evans partait 6e. 6e. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est les en embuscade au championnat. On revoit l'action. Nous sommes sous safety car dans le dernier tour de cette 9e course de la saison 9. Et le mythique e-prix de Berlin de Monaco, je vais y arriver hein. Là on sait plus où on en est. La course a été tellement folle. Mais ce mythique e-prix de Monaco pourrait peut-être se terminer à la fin de ce tour, enfin vraisemblablement, avec la victoire de Cassidy qui prendrait de fait les commandes du championnat. Ouais, très grosse course. Et voilà la course, confirmation hein, que la course va se terminer sous safety car. Et donc petite déception hein, pour Sacha Fenestras qui a fait vraiment une belle course, mais qui malheureusement s'est fait un petit peu piéger hein, par la stratégie de Cassidy Evans et de Nice. Mais en tout cas qui a fait vraiment une grande course. Très belle course de Jean-Éric hein, qui est remonté et qui a vu un petit peu son effort stopper à cause du premier safety car. On peut imaginer que sans le premier safety car, Jean-Éric aurait pu continuer à poursuivre cette remontée incroyable. En tout cas, voilà des le points safety car importants. qui s'efface pour avoir une arrivée au moins sous drapeau vert. La victoire de Nick Cassidy. Cassidy s'impose. 2e victoire de la saison pour Nick Cassidy. 2e victoire consécutive. Après celle de Berlin, Cassidy qui prend les commandes du championnat. On peut d'ores et déjà vous dire que Cassidy prend les commandes du championnat. Vraisemblablement Wehrlein reste 2e. Et je pense qu'on a Evans qui est incroyable, va passer... Non, Dennis va passer 3e du championnat et Evans 4e. Ouais, c'est sans doute ça. À noter, hein, attention, l'an dernier, Stoffel Van Dorn a pris les commandes du championnat après lui, prix de Monaco, et il a été champion. Victoire d'Envision Racing. Allez, quelle belle course de Nick Cassidy. C'est la 2e victoire consécutive de Nick Cassidy et la 4e victoire consécutive d'un Néo-Zélandais. C'est aussi la 4e victoire consécutive d'un moteur Jaguar. Exactement. Tout est dit là. Voilà. Je pense que vous avez compris qui sont les hommes forts actuellement de ce championnat.
Sacha Fenestras, le français, termine finalement 4e juste derrière Jack Dennis. Jake Hughes, le poleman, 5e. Dan Ticktum, eh bien avec sa voiture très endommagée, marque les points de la 6e place pour Nio. Jean-Éric Vergne est donc remonté de la 22e à la 7e place, tandis que Stoffel Van Dorn est remonté de la 21e à la 9e place. On peut aussi souligner Bird parti 16e, remonté 10e, Buemi parti 15e, remonté 8e. Il y a eu des incroyables remontées dans cette course. Ouais, c'est vraiment une des particularités de la Formule électrique, de voir autant de belles remontées dans les rues de Monaco, c'est assez incroyable. Et c'est ce qui fait la beauté de cette course aujourd'hui. Les applaudissements sur le port de Monaco pour la victoire de Nick Cassidy. Jack Dennis 3e. Là aussi, belle gestion de Jack Dennis. Ouais, Jack Dennis qui était le pilote du trio qui avait sauvé le plus d'énergie. Donc pareil, on peut imaginer que il a été un petit peu perdant avec ses safety cars et que sans ses safety cars, il aurait été capable d'utiliser, d'exploiter en tout cas cette énergie supplémentaire de manière plus performante par rapport aux deux premiers. Paul-Loup, Adrien, on va vivre évidemment le podium sans aucune interruption. Les réactions au micro de Mylène Dorange, notre envoyé spécial, pour revenir également sur l'effet de course de ce e-prix de Monaco qui s'est terminé sous régime de safety car. Tout ça sans aucune pause dans les instants qui suivent, toujours en direct de Monaco. On n'oublie pas un programme foot exceptionnel ce soir, 18h50, 34e journée de Ligue 2 Saint-Etienne-Guingamp et dans la foulée, 21h10, la finale de la Coupe du Roi. Le Real de Karim Benzema face à Osasuna. Le trophée obligatoire pour le Real Madrid face à Osasuna. C'est l'un des enjeux de cette fin de saison pour les Meringues qui disputeront une demi-finale de Ligue des Champions mardi face à Manchester City. Candice Roland, Sébastien Tarago aux commentaires. Olivier Rouillet passera la soirée également avec nous. Bertrand Latour en direct de Séville. On ira le voir dans quelques minutes d'ailleurs. Pour l'instant, on revient à ce e-prix de Monaco. De multiples rebondissements de fait de course. Safety car pour terminer. Paul-Loup et Adrien, logique ou pas d'après vous ? Vu l'accident, c'était forcément logique, mais après, le truc, c'est que c'était une course qui était passionnante. Je pense que Mitch Evans s'attendait la dernière minute pour placer son attaque. Et il a été piégé par l'effet de course. Il faut au moins reconnaître que Nick Cassidy a pris le risque de la mener, cette course, de rester en tête. Il a pris le parti de prendre le risque d'être leader et de consommer plus. Et bien, ce risque a payé. Et Mitch Evans, on le rappelle, sur les deux dernières fois qu'il est venu à Monaco, il avait fait 3e et 2e, donc c'est aussi un des grands hommes forts de ce circuit en principauté. Et la remontée fantastique de Jean-Éric Vergne qu'on espère avoir rapidement au micro de Mylène. 15 places gagnées par Jean-Éric Vergne, parti en dernier et qui termine 7e. C'est remarquable. Ouais, Jean-Éric qui a fait une course incroyable et qui a vu son effort un petit peu pénalisé par les deux safety cars. On peut imaginer qu'il avait sans doute de quoi rentrer dans le top 5 sans ces safety cars. Et sans Ticktum. Et sans Ticktum, bien évidemment. Sacré personnage ce Ticktum. Oui, on le disait avant la course, Ticktum qui est un pilote assez agressif. Il l'a montré une nouvelle fois, mais c'est dommage pour lui parce qu'il montre de très belles choses et malheureusement, il a du mal à concrétiser par un petit peu ce surplus d'agressivité. On attend la première réaction, Adrien, mais c'est un e-prix de Monaco qui a tenu toutes ses promesses finalement. C'est le meilleur de la Formule I auquel on a assisté tout à l'heure. Ouais, sans aucun doute. Et là, on n'était plus dans je laisse passer les copains. On était dans des pilotes qui maintenant connaissent un peu mieux leur voiture, prennent plus de risques sur la gestion de l'énergie. Et voilà, on retrouve un format où on a un pilote qui prend la tête, qui la garde et qui gagne. Et même si à la fin, Mitch Evans attendait certainement son heure et que sans safety car, ça n'aurait pas été la même. Cassidy montre qu'on peut mener la course, qu'on peut gagner. Et ça, c'est peut-être aussi un pas en avant dans cette saison. Et oui, là, on a Mitch Evans et Jack Dennis qui rigolent et qui s'amusent à quel point c'était lent dans le peloton. Congratulations. Just describe to us the feeling. You've won on the streets of Monaco. Vous avez gagné dans les rues de Monaco. Décrivez-nous ce que vous ressentez. Ouais, la course n'avait rien de comparable avec Berlin, mais celle-là était juste incroyable.
Yeah, I'm lost. I'm lost. Je perds les mots. Describe a J'ai pas little les mots. bit how it's feeling right now. Obviously, emotions running high. It's going to take a bit to sink in. I mean, man, we had such a tough day. I was 23rd. Ouais, I vous think savez, in both on a commencé la practices. journée We were tellement struggling a lot and, terrible et puis yeah, I qualified 10th and I was really happy with that. So that was j'étais kind voilà, of how our day was qualifié going. I mean, 10e, j'étais pas du credit tout content de to our ça. guys. I mean, J'étais désolé pour les gars. Everyone in our garage jumped onto my car, helped out with the issues, and so. Et on a eu des problèmes. Tous les gars ont travaillé sur la voiture pour comprendre d'où venaient les problèmes. Et bah, au moment où on a lancé la course, j'ai compris que leur travail avait payé. Vous êtes désormais en tête du championnat. Ouais, ça, je regarde pas trop. Il y a encore beaucoup de courses, beaucoup de chemin à parcourir. Vous voyez, hein, Mitch, ne serait-ce, vous voyez à quel point il est fort. Je pense que là, on va surtout profiter du fait d'avoir gagné Monaco. Il prend donc la tête du classement général, du classement des pilotes. Les prochains rendez-vous en e-prix, prochain e-prix à Jakarta les 3 et 4 juin prochains. Donc, mais le suspense, il est intense au classement des pilotes, au classement des écuries également. Paul Loup, les sensations sur ce e-prix de Monaco, c'est la remontée fantastique de Jean-Éric Vergne sur laquelle on va revenir tout à l'heure et sur Nick Cassidy qui lui aussi est parti 9e et qui s'impose finalement. Oui, exactement. Ça prouve une nouvelle fois qu'en Formula I, la qualification, certes, est importante, mais n'est pas obligatoirement le résultat de la course qui suit. Et on a vu la magnifique remontée de Jean-Éric Vergne, alors que là, on a Mitch Evans en live. Yeah, just not the right position, but look, I gave my best today. Full credit to Nick. Vous savez, parfois la deuxième place, c'est pas forcément la meilleure, mais Nick passed me at the right time. il a su me doubler au bon moment et il a parfaitement géré sa course. Hein, je peux que le reconnaître. J'attendais une plus belle bataille en fin de course, mais bon, il y a eu le safety car. Je ne peux pas non plus être trop déçu d'être sur le podium. Je dois m'en satisfaire. I'm not too sure because the energy targets are getting quite high at the end, especially after the safety car. Ouais, c'est sûr qu'on avait de grosses ambitions, surtout après le safety car. Yeah, there's a few moments in the race where I wish I could do again, and maybe. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parties de la course que je vais me retourner en boucle dans ma tête où j'aurais pu faire différemment. Mais on a une voiture qui est performante, l'équipe fait un super travail et je pense que c'est ce qu'on doit retenir de cette course. Ah, les regrets de Mitch Evans, quels peuvent être ces regrets, Paul Loup? Ouais, c'est toujours facile hein, de refaire la course dans un deuxième temps. Bien évidemment, au vu de la physionomie de la course, de la fin de course, il a un peu le regret de ne pas avoir essayé d'attaquer à la mi-course un peu plus tôt Cassidy. Parce qu'il disait malgré tout, après le premier safety car, vu qu'on avait sauvé assez d'énergie, on était tous en mode un petit peu maxi-attaque et ça allait être compliqué de doubler Cassidy. Donc en fait, l'effort, fallait le faire un petit peu plus tôt. Mais bien évidemment, c'est facile à dire maintenant et c'était plus compliqué à faire. No wonder you're smiling. Back on the podium, well done. Yeah, back on the podium, 2 races in a row again. So, ouais, très heureux d'être de retour sur le podium, 2 courses consécutives. Ouais, je suis très heureux d'avoir pu prendre un bon départ. On avait la voiture à la base hein, pour partir en première ligne et ça a fait oublier un peu les qualifications. Je pense qu'on a la voiture qui gère le mieux l'énergie. Et... Ouais, je suis dans un sens, je peux même être un peu déçu. On pourrait faire encore mieux. J'avais 2% de plus, j'aurais aimé pouvoir en tirer un bénéfice en fin de course. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans la course au titre et je pense que c'est ça l'essentiel. Et on va juste profiter de cette position. Et c'est son 4e podium, Jake Dennis, performant de nouveau aujourd'hui après Berlin. Et on a vu tout à l'heure Mitch Evans qui s'est fait peur dans le dernier tour, Paul Loup, hein, qui a touché un petit peu le rail également. Donc c'était chaud jusqu'au bout ce e-prix. Ouais, c'était vraiment chaud jusqu'au bout. On a eu vraiment ce premier safety car qui a permis d'économiser de la batterie et donc au pilote ensuite de rouler à 100% sans trop gérer l'énergie sur la fin de course et donc de prendre des risques. Et on a vu Mitch Evans qui a frôlé le mur et ça aurait pu lui coûter son podium. Mitch Evans qui a fait 3e, 2e et 2e à Monaco de suite. C'est quand même quelque chose d'assez grandiose.
Sacrée performance également pour Mitch Evans. On va revenir sur Sacha Fenestras qui était parti en deuxième position et qui termine quatrième également. Il y a tellement d'enseignements à tirer pour ce e-prix avec Adrien Pavio également. Toutes les réactions au micro de Mylène. On retrouvera Jean-Éric Vergne avec Mylène dans quelques minutes également pour revenir sur sa remontée fantastique. Parti en 22e position, dernière position donc, et qui a remonté 15 places Jean-Éric Vergne pour finir 7e de ce e-prix de Monaco et donc de marquer des points en vue du classement général, lui qui était 3e du classement des pilotes. La cérémonie, le protocole, le podium bien sûr à venir en direct sans interruption depuis Monaco. Puis on retrouvera Jean-Éric Vergne promis avec Mylène. Adrien, les enseignements ils sont nombreux. On va honneur au podium finalement qui va se mettre en place dans quelques instants. C'était une magnifique performance de Nick Cassidy notamment. Est-ce que c'est pas lui qu'on met un peu plus en avant sur ce podium? Non mais si, mais là sans aucun doute. C'est une très belle performance de Nick Cassidy avant tout. Il sait prendre des risques, il connaît Monaco et là clairement il a fait jouer l'expérience. Et je pense d'ailleurs que si Cassidy passe autant de temps devant quitte à perdre de l'énergie, c'est parce qu'il sait qu'à un moment, les safety cars vont s'enchaîner, ça va s'exciter derrière, les safety cars vont s'enchaîner. Et en fait, ils ont misé sur, si la course elle se termine sous safety, il faut que ce soit nous en tête. Et je pense que cette stratégie, elle a payé, clairement. Ouais. Parce que c'est beaucoup de stratégie, la Formule E. Hein. Ah bah, c'est que ça. Jack Dennis, 3e, lui, il avait plutôt misé sur l'inverse, alors je pense que c'était un peu sa seule option vu sa position en piste. 3e, il avait 2% de plus, il s'est dit, bon allez, si avec un peu de chance ça se termine sous drapeau vert, je vais tenter quelque chose de fou à la fin. Mitch Evans, il voulait lui être devant, il voulait faire ce que faisait Cassidy. C'est son ingénieur qui lui disait on reste derrière. Hein. Mais bon, c'est Cassidy qui a été en tête et c'est lui qui a le plus grand nombre de tours menés et ça paye. On a vu ces deux pilotes quand même se relayer en tête et Cassidy finalement a su prendre la tête au bon moment. Et puis après les faits de course ont joué en sa faveur. Ouais. On a légèrement perdu le faisceau depuis Monaco, mais on le retrouve avec le protocole qui va se poursuivre. On a aperçu Louis Ducruet tout à gauche parmi les officiels pour la remise des trophées après cette 9e manche du championnat du monde de Formule E, le e-prix de Monaco qui a tenu toutes ses promesses. Voilà, Charles-Antoine Nora qui accompagne Mylène d'Orange et les images de retour depuis Monaco avec le protocole qui peut continuer, Adrien. Ouais, voilà la Coupe du vainqueur, Nick Cassidy, 2e victoire consécutive, 4e victoire consécutive d'un moteur Jaguar, puisque Envision est motorisé par Jaguar. Et remis par Pierre Casiraghi pour le premier. Pour le deuxième, c'est Louis Ducruet que vous avez reconnu. Et c'est Alejandro Agag qui va remettre la coupe de 3e à Jack Dennis. Lui, c'est le patron de la Formule E. C'est le patron de la Formule E. Il est fair play parce qu'il ne remet que la 3e position. Ouais. Sympa. Là, vraiment, on a les 3 hommes forts du moment. Hein. Enfin, il en faudrait un 4e quand même. Hein. C'est Jean-Éric Vergne. Je pense que là, quand on voit la remontée, vous mettez Jean-Éric Vergne sur le podium et là, vous avez les 4 hommes forts du moment, les 4 vrais prétendants au titre. Pour moi, Porsche, ils sont plus là. Hein. Là, ils sont nulle part. Nulle part? Ah non, ils sont nulle part. Verlaine n'est pas dans les points. D'Acosta, ça a été la catastrophe. Il va falloir vraiment relever la tête. C'est fou d'avoir fait un tel début de saison du côté de Porsche pour finalement disparaître comme ça dans la saison. Devant Nico Rosberg, l'hymne néo-zélandais pour Nick Cassidy, le vainqueur du jour. Et l'hymne britannique pour Indy Racing pour l'écurie.
God Save the King, jour de couronnement de Charles III. On est dans le ton du jour et d'ailleurs c'est pour ça que le prince Albert, sa majesté Albert, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il avait son Altesse Sérénissime même. On rectifie, attention à ce qu'on dit. SAS. SAS, son Altesse Sérénissime qui est à Londres pour le couronnement de Charles III. Le couronnement du jour, il est pour Nick Cassidy devant Mitch Evans et Jake Dennis. Voilà le podium de ce e-prix de Monaco. Jean-Éric Vergne, 7e, on va y revenir dans quelques instants. 15 places remontées par le Français. Alors que Nick Cassidy... Alors le vainqueur n'y a pas eu droit à sa bouteille, visiblement. Elle arrive. C'est le moment qu'on apprécie ou qu'on redoute, Paul Lousse? Je pense qu'on l'apprécie d'autant plus sur le podium de Monaco. On a vu Sébastien Buemi qui était venu féliciter quand même son coéquipier. On sait que ça a été un petit peu tendu entre les deux pilotes Envision à Berlin. Bon là, c'est la petite image qui fait plaisir. Parce que autant à Berlin, il nous avait fait une espèce de mise en scène pour faire style que tout allait bien. Bon là, ça a l'air d'être réellement le cas. Et il était là aux premières loges pour assister à ce podium, à consommer avec modération, on le rappelle. Évidemment, comme à chaque fois, les faits de course sur lesquels on va revenir, parce que ces faits de course, ils entraînent également la stratégie et le scénario. Nick Cassidy qui a mieux joué que Mitch Evans, qui a mieux profité des faits de course et du safety car, Paul Lou. Oui, totalement. On le sait, les deux faisaient un petit peu de relais en tête de course depuis le début. Et Nick Cassidy qui s'est dit bah non, maintenant allez, je veux rester en tête. Et finalement c'était le bon choix parce que sans doute qu'il consommait plus d'énergie, on le voyait, il avait un pourcentage un peu plus faible d'énergie restante, mais il était en tête de course et il savait que si le safety car rentrait, il serait gagnant et c'est ce qui est arrivé. Donc une stratégie qui a été importante, une prise de risque qui s'est avérée récompensée. Alors Envision Racing, c'est l'occasion de dire quelques mots sur cette écurie. Voilà, dirigé par Sylvain Philippi qui est français, le Parisien, qui est à la tête de cette équipe. On le voit là dans les bras de Nick Cassidy, qui en a été d'abord l'ingénieur, puis l'ingénieur en chef et qui maintenant est le team principal. C'est un garçon brillant qui est toujours resté fidèle à cette équipe d'ailleurs. Et là, qui était un peu visionnaire en misant sur le moteur Jaguar après que Audi quand on est passé à la Gen 3, il ne pouvait plus utiliser le moteur Audi. Il a eu une bonne vision, quoi. Voilà. Équipe avec un des meilleurs line-up de la grille, parce qu'au-delà de Nick Cassidy, Buemi, un des plus victorieux, donc le plus grand détenteur de pôle, maintenant seul et unique, donc co-détenteur du plus grand nombre de victoires. Donc forcément, c'est une équipe sérieuse. Équipe privée, mais équipe sérieuse. Voilà, c'est l'occasion d'expliquer parce que c'est vrai que c'est Envision Racing, équipe privée qui s'impose. Avalanche Andretti, qui est 3e, Jaguar 2e. Par rapport aux grosses écuries sur ce championnat et sur ce système de la Formule I, comment est-ce qu'on compare les écuries privées et les écuries avec les constructeurs? C'est pas évident, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle génération, cette Gen 3, permet en fait finalement aux équipes privées qui peut-être avaient pris un petit peu de retard sur la génération 2 parce qu'il y a des moyens différents entre les constructeurs des équipes privées, et bien là qui montrent que finalement avec un développement identique, parce que quand on est sur le début d'une nouvelle génération de voitures, finalement il n'y a pas d'équipes qui ont vraiment, les moyens sont moins récompensés, on va dire, ou ont moins d'importance, et on voit là les équipes privées qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et ça montre que le travail des hommes est important. On peut être peut-être un peu moins nombreux, mais en travaillant mieux et en étant plus structuré, on arrive à gagner Monaco. Il n'y a pas de grosses et de petites équipes en Formule 1. Il y a des constructeurs et des équipes privées. Et d'ailleurs, ce n'est pas un classement des constructeurs, c'est un classement des équipes. Et je pense que c'est une nuance qui, c'est vrai, n'est pas simple, mais il faut identifier, c'est que les équipes, une équipe comme Envision, à mon avis, elle est beaucoup plus, à la limite si on veut aller par là, elle est beaucoup plus grosse que NIO qui est un constructeur ou Mahindra qui est un constructeur. Donc Mahindra, mauvais exemple parce que je crois qu'il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de personnes. Mais voilà, il y a des équipes privées qui viennent parce qu'elles veulent représenter un nom. En l'occurrence, Envision à la base c'était Virgin, l'équipe d'origine. Donc Virgin voulait rouler, c'est un petit peu comme si demain Red Bull venait en Formule 1 et qu'ils utilisaient le moteur Porsche.
Red Bull serait une équipe privée, mais si Red Bull arriverait avec tous les moyens qu'on connaît, bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais voilà. Donc, vous avez Envision qui a tout son savoir-faire. Bon, ils n'ont pas forcément envie de construire un moteur. Ils savent qu'avec de l'argent, on peut avoir le meilleur ou un des meilleurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Dans quelques instants, on retrouve Mylène avec Jean-Éric Vergne. Mylène qui est en train de se diriger justement vers la team Envision et son patron que vous apercevez en ce moment même en direct, pour continuer de savourer cette victoire. C'est une sacrée performance, effectivement, signée Nick Cassidy. C'est un nouveau podium pour son écurie et le classement général. D'abord, le classement de la course qu'on revoit, Adrien. Nick Cassidy qui s'impose, qui prend la tête du championnat. Mitch Evans qui va remonter dans le top 4 du championnat. Jack Dennis, lui, va même passer dans le top 3, d'autant qu'on découvre qu'il a pris le point du meilleur tour en course. Ça s'est fait à la fin. Sacha Fenestraz au pied du podium, mais croyez-moi que les points de cette 4e place, ils sont importants. Hughes et Tiktum, Nio dans les points, mine de rien, c'est une avancée. On parlait des avancées de Cupra, mais là, c'est énorme pour Nio. Et surtout, bien la 7e place de Jean-Éric Vergne. Moi, là, pour le coup, c'est l'exploit de la course. Parce qu'il voulait des points, mais 7e, c'est... Et là, si à la fin, il est champion, je pense que quand on lui dira, Jean-Éric Vergne, quelles sont les courses qui ont joué dans votre titre, une des premières qui sortira, il dira, vous savez, quand on part dernier à Monaco, qu'on remonte 7e, ça joue dans un titre. Jean-Éric Vergne qui a effectué cette remontée absolument fantastique, 15 places gagnées, on va s'y intéresser bien sûr et le retrouver au micro de Mylène. Mylène qui est en train de se diriger justement vers nos invités du côté d'Envision Racing. Le classement général donc, le classement des pilotes plutôt. Donc Nick Cassidy en tête, Pascal Wehrlein 2e, Jack Dennis du coup est bien 3e, devant Mitch Evans 4e, vous voyez c'est très très serré. Et Jean-Éric Vergne du coup redescend 5e. Mais avec des écarts finalement toujours assez infimes. 34 points seulement du leader Nick Cassidy, c'est encore largement jouable pour Jean-Éric Vergne pour aller chercher un 3e titre de champion du monde. C'est vrai que Cassidy il a fait le job, c'est une belle montée en puissance, lui qui s'était illustré d'abord avec une pole position à Rome, qui avait remis ça à New York avant de décrocher l'année dernière sa première victoire. C'est une vraie montée en puissance d'un pilote qui a tout compris à la Formule I. Le classement des équipes. Ouais, voilà, Envision, ça y est, qui a réussi à prendre le dessus là aussi sur Porsche. C'est vrai que Porsche, là, la vraie catastrophe, c'est que c'est les 2 pilotes qui sont nulle part. Aujourd'hui, l'abandon d'Acosta, Wehrlein hors des points. Bon bah voilà, Buemi, il est moins, bon, il gagne pas, il fait pas de podium, mais il est là. Aujourd'hui, il marque des points aussi pour être jeune au-delà de Cassidy. DS qui est 5e de ce classement par équipe. On a beaucoup parlé de Sacha Fenestraz qui avait réussi la pole au niveau du chrono, relégué en 2e position ensuite, mais qui finit 4e de ce Prix de Monaco. Magnifique performance pour lui, on le retrouve avec Mylène. Pour votre 3e course à Monaco, ça vous réussit un peu moins que les 2 premières fois. Vous terminez quand même à la 4e position, c'est bien. Qu'est-ce qui vous a manqué de la puissance, de l'énergie, enfin, qu'est-ce qui vous a manqué tout simplement en course? La stratégie était là pourtant. Ouais, je pense qu'un peu en côté stratégie quand même. Je pense qu'on aurait pu commencer à pousser un peu plus tôt. Alors c'est sûr qu'on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir un safety car en fin de course, mais je pense qu'on aurait pu prendre le risque de pousser un peu plus. Je pense que 1re ou 2e place, peut-être compliqué, mais 3e place, j'ai eu pas mal d'opportunités pour doubler Jake. Mais j'ai voulu juste sauver de l'énergie pour la fin de course. Et je pense que ça, c'était une petite erreur en tant que... de ma part, mais aussi en tant qu'un peu en stratégie. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport auto. On passe de faire 11e la dernière course et enfin les 2 derniers week-ends de course, c'était un peu terrible. On finit très loin. Donc de passer de ça à faire la pole ou 2e place et 4e place en course, c'est quand même un gros step. Maintenant, voilà, faut se focaliser sur l'Indonésie, Jakarta la prochaine, en espérant d'avoir une bonne course. C'est vrai, il n'y aura pas de piscine cette fois-ci à Monaco, c'est sûr, mais en même temps, vous montrez que vous êtes toujours là. Et puis, pour un rookie, c'est quand même une belle saison. Ouais, j'aurais bien aimé quand même faire un petit podium. C'est quand même encore mon but cette saison, au moins faire un podium cette saison. C'est sûr que c'est pas facile. Je pense qu'on a encore perdu une opportunité aujourd'hui. Cape Town aussi, jusqu'au dernier tour, on était dans le podium. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le sport auto. On verra Jakarta comment ça se passe. Sinon après États-Unis tout ça, on a encore on a pas mal de courses encore pour essayer de faire un podium, donc on verra bien. Merci Sacha.
Les prochains prix, c'est des 3 et 4 juin prochains. Sacha Fenestras, qui était pilote de réserve chez Jaguar avant de rejoindre Nissan cette saison et donc de signer une très belle performance, une 4e place. On est en train de revoir les temps forts de ce e-prix avant de retrouver Jean-Éric Vergne. Revenons sur cette séquence, parce qu'il en a parlé également, Sacha, de cette stratégie. Ils auraient pu pousser un peu plus tôt, Paul Loup, parce que ce safety car qui, pour terminer la course, eh bien, il a évidemment eu une influence décisive sur le scénario final de la course. Ouais, pour moi, la raison du fait que Sacha soit pas sur le podium à la fin, c'est la stratégie. La performance, il l'avait. Et je vois 2 points cruciaux là-dedans. Le premier, peut-être un peu le manque d'expérience, d'oser attaquer un peu plus tôt. Et le deuxième, c'est quand on a un début de saison qui est... Il fait certes des très belles performances, Sacha, mais on sait que Nissan, ils sont peut-être un tout petit peu en retrait en performance par rapport aux 3 personnes ou 3 pilotes qui étaient sur le podium aujourd'hui. Et bien finalement, on se dit, oula, on est 4e, on va prendre un peu moins de risques et on se dit, on va garder de l'énergie pour aller viser le podium en fin de course, alors que les autres, ils sont conscients de leurs forces et ils vont être agressifs un petit peu plus tôt. Et peut-être ce décalage d'agressivité dans la stratégie qui s'est joué à 2-3 tours près, a fait la différence à la fin pour aller sur le podium. Pour ceux qui n'auraient pas pu voir le e-prix en direct, Adrien, on leur rappelle en ce moment avec ces images cet épisode du safety car. Ouais, voilà, on voit le crash, une succession de crashs au moment où finalement on rentre dans le money time de cette course, où les pilotes se rentrent un peu tous dedans et l'accumulation de dégâts sur certaines monoplaces fait que Dan Ticktum vient écraser Max Günther dans le rail, qui lui-même avait une voiture endommagée. Et en fait, ce premier safety car, il intervient à 10 tours de la fin. Et le vrai bouleversement, il est que selon le règlement, on aurait pu s'attendre à des tours supplémentaires en raison de ce safety car. Maintenant, c'est à la bonne volonté de la direction de course. On est à ce moment-là 6 tours de la fin. Ça reste malgré tout... Je pense que les équipes s'attendaient au moins à 1 ou 2 tours bonus. Ça n'a pas été le cas, vous savez, c'est comme ces arrêts de jeu. Hein. C'est au commissaire de course de décider. Normalement, là, je vous avoue que j'ai un petit... on s'attendait, nous, en tout cas, à ce qu'il y ait au moins 1, voire 2 tours de tours additionnels. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, c'est vrai que là, les pilotes, en fait, avaient beaucoup sauvé d'énergie. Et dès que c'était reparti, il n'y avait plus du tout de gestion de l'énergie, comme l'a mentionné Paul Loup. Et le bouleversement, il était là, en fait. C'est que d'un coup, tous ceux qui avaient sacrifié leur début de course pour être bons en fin de course, tout ça tombait un petit peu à l'eau. Alors, est-ce qu'il peut y avoir frustration de ces tours, ou bien la décision, elle peut se comprendre de la part du jury et des commissaires? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont plus. Parce que visiblement, beaucoup l'attendaient, cette décision d'accorder des tours. Donc ça change quand même la donne. En fait, ça dépend où on se situe. Si je me situe à la place de Jean-Éric Vergne, la frustration, elle est là. Parce que finalement, on va dire que la course, elle s'est quasiment interrompue au bout du 20e tour. C'est-à-dire que Jean-Éric, il a doublé 15 pilotes en 20 tours. La fameuse driver room. La driver's room. Sorry about that. The safety car was trying to sort my wing out, man. Huh? Oh, yeah, I forgot about that. Ah ouais. Ça a tapé derrière. I said on the radio actually. I said, guys, Ticktum just crashed into me at the safety car. C'est un shit show, c'est cool. Ça, I was under consuming 0.25 in the lead. Jack Hughes qui dit qu'il a beaucoup surconsommé en tête de la course. And you still wouldn't overtake me. Why would I? Jack Hughes qui dit à Sacha Fenestras, c'est bon, est-ce que tu es en train d'essayer de me doubler? Yeah. It was so slow at the beginning. I cannot imagine behind. It was really bad, man. Ouais, c'était déjà dur pour nous, imagine derrière. Imagine for people in the hairpin. On a même entendu quand même Jack Hughes à un moment dire j'ai tellement ralenti et malgré ça tu ne me doublais pas. C'est-à-dire que la stratégie était vraiment de rester en 2e position au début pour Sacha. Who was that, Andrea or Jake? Andrea with René. Oh, Jake. Oh my God. Did he get it? He got 2? He got 2, yeah. It's great racing. Pardon? It's great racing. I got absolutely mugged. Yeah. La phrase ironique de Jean-Éric Vergne, c'est de la belle course. On voit le visage, on voit qu'ils sont pas contents. Thunderbird et Jean-Éric Vergne, ils sont pas contents. Yeah, you can't see anything. No. Je pense que pour Jean-Éric, il y a vraiment ce mix de feeling satisfait de sa course, mais frustré parce que je pense que le potentiel était énorme. Stoffel Van Dorn aussi, la tête de Jean-Éric Vergne, elle veut tout dire.
Like, if the stewards give me anything for that, like, I didn't do anything. He just Et, crashed ouais, et en straight fait, into the Tiktoum back qui of explique the que là, il car. peut rien faire, qu'il se fait taper, enfin qu'il est bloqué, il peut rien faire. I don't know. I'm happy now I've seen that because I was a bit concerned. I thought he was side by side and he just crashed Et straight ouais, into il est it. même fâché contre Gunther, visiblement. I couldn't sleep. That happened to me last year, actually. Yeah, because normally I'm normally sleeping at 3 a.m. So when I try and go to sleep at 9, it doesn't work. Yeah, he might run up the whole day. Bon, voilà, un débrief après, chacun donne un peu sa position. C'est vrai que Dan Tiktoum, toujours fort sur ses appuis. Ils sont sympas avec lui quand même. Oui, ils sont sympas avec lui. Ouais, parce que c'est pas ceux qui se sont fait taper par lui. Hein. Dans la room avec Max Gunther, je pense qu'on se serait l'échange aurait été on se serait marré un peu différent. Cette fameuse driver room propre à la Formule 1, c'est toujours un privilège de les voir ensemble débriefer cette course. Et nous, le privilège, c'est de débriefer sa course avec Jean-Éric Vergne. Le chemin pour venir à la driver room, il l'a fait avec qui d'après vous? Avec Mylène. Absolument, bravo Paul Lourd. On va le retrouver donc avec Mylène. Le temps de filer à la driver room, eh bien il débriefe sa course avec Mylène. Jean-Éric, un mot sur cette course, quelle remontée? Vous nous aviez dit que vous alliez attaquer, chose faite. Dernière position, 7e position. Ouais, c'est chose faite, c'était une super course, je suis très content. Je suis un peu déçu du premier safety car parce que je suis arrivé sur le groupe de tête en ayant plus d'énergie et j'étais en confiance, savoir où doubler, quand doubler. Donc ouais, c'est dommage parce que j'aurais pu continuer à remonter. Je sais pas si j'aurais pu avoir le podium, mais au moins j'aurais pu m'en rapprocher encore plus. Vous avez pu remonter, oui. À un moment donné, on a vu Dan Tiktoum vous bloquer un petit peu. Je pense que c'est ce qui vous a peut-être gêné. Pour le reste de la remontée ou pas? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a eu un safety car à ce moment-là en fait. Il met une voiture dans le mur et le safety car arrive. Donc, et à partir du moment où le safety car s'est arrêté, on n'avait plus d'énergie safe, c'était une course flat out jusqu'à la fin. Et là en Formule 1, on ne peut vraiment plus doubler. C'est quand même de ce week-end? Donc pas trop quoi. Enfin, satisfait de la course, ouais, satisfait de la remontée, mais ouais, on a besoin de mieux qu'une 7e place si on veut se battre pour le championnat. Donc au moins on limite la casse aujourd'hui et on arrive à quand même marquer des points, ce qui est positif. Bien sûr, merci Jean-Éric. Jean-Éric Vergne qui marque des points en partant en dernière position. Alors évidemment qu'il est frustré, mais c'est difficile de ne pas l'être pour lui parce que avec le scénario de la course, ça veut dire qu'il pouvait gagner aujourd'hui. Gagner, je sais pas. Podium, c'est sûr. Moi, je pense que podium pouvait le faire. Lui, il dit qu'il pensait pas faire podium. Moi, je pense qu'il pouvait le faire. Alors, vous parlez du podium avec la position à laquelle il est parti aujourd'hui? Ah non, mais là, s'il n'y avait pas le premier safety car auquel il fait le deuxième safety car. Le premier surtout. Le premier, voilà, auquel il fait. Pardon. S'il n'y avait pas le premier safety car auquel il fait référence, celui quand Max Gunther est dans le mur. Oui, là, il remonte, il fait podium. Il fait pas état de Dan Tiktoum parce qu'au bout du compte, il est gêné. Il y a safety car derrière, donc bon, voilà. Mais s'il n'y a pas safety car, je pense que s'il arrive à doubler Tiktoum rapidement, il peut faire podium, vraiment. Jean-Éric Vergne, 15 places gagnées aujourd'hui pour terminer à la 7e place. Pour le classement général, le classement des pilotes, Paul Lourd, il marque des points, c'est bien. Il en perd par rapport à la concurrence. C'est ça la mauvaise nouvelle du jour. C'est clairement la mauvaise nouvelle du jour. Par contre, on se souvient tous que dès qu'il y a un championnat gagné par un pilote, il y a une course où le pilote finalement a fait un exploit. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jean-Éric, en partant dernier, il a fait un petit peu cet exploit. Et comme le disait Adrien tout à l'heure, c'est peut-être cet exploit qui va lui permettre à la fin de l'année de gagner le championnat pour 1, 2 ou 3 points près. On sait à chaque fois que ça se joue pour des petits points. Et c'est évident que la frustration, elle est là chez Jean-Éric aujourd'hui parce que je pense que sans, entre guillemets, la disqualification en qualification, il pouvait se battre pour la victoire et malgré ça, il pouvait se battre pour le podium. Toutefois, il y a quand même des bons points de marqué, c'est important. Et même s'il perd une place au championnat, il est toujours dans le groupe de tête. Il y a en effet Nick Cassidy qui se détache un tout petit peu, mais on est qu'à mi-championnat et il y a vraiment de quoi remonter. Il a réussi à être dans les 10 pour marquer des points aujourd'hui, Jean-Éric Vergne. Ça veut dire que repartir de Monaco avec cette 7e place aujourd'hui, la stratégie pour lui, pour DS, c'est de vite basculer sur les prochains e-prix 3 et 4 juin, où on rumine un peu pour éviter que ça se reproduise aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, je pense que, bien évidemment, il va y avoir une analyse de fait par DS. Il ne faut surtout pas que ça se reproduise, ce qui s'est passé en qualification. Une fois, OK. 2 fois, c'est interdit. Par contre, tout de suite, ils vont se pencher sur la prochaine course et essayer de maximiser au maximum le nombre de points pour se relancer, essayer de réintégrer le trio de tête du championnat. Je pense que c'est important. S'il arrive rapidement à revenir dans le groupe de ses 3 premiers au championnat, là, il aura toutes ses chances pour le championnat à la fin. La prochaine, il ne faut pas oublier, c'est la 100e course de DS, Formule I.
en DS en tant que motoriste, donc il aura forcément une envie de briller un peu plus particulière. L'aventure de Jean-Éric Vergne avec DS, c'est vrai, c'est quasiment son écurie historique, parce c'était son 107e éprix. Il a vécu toute l'aventure avec DS, d'où l'histoire particulière qu'il veut écrire avec DS et offrir à DS et à lui également, parce que c'est fort. Dans une interview récemment, il a déclaré qu'à choisir entre une victoire aux 24 heures du Mans avec Peugeot et un titre de champion du monde avec DS, eh bien, il prendrait le titre de champion du monde en Formule E. C'est pas rien comme déclaration. Enfin, vous ne semblez pas y croire, mais... Hein, ça a été dit dans le cadre d'une journée presse Formule E ou d'une journée presse... D'une journée Jean-Éric Vergne. D'une journée Jean-Éric Vergne. Et en revanche, une fois qu'il aura eu ce nouveau titre de champion du monde, là, il préférerait une victoire aux 24 heures du Mans. Mais ce titre de champion du monde, le 3e, c'est vraiment un objectif majeur pour lui. Non, mais on peut l'entendre. Hein. On le sait, Jean-Éric était en Formule 1. Après, il lui a fallu rebondir. Et DS lui a fait confiance, finalement, pour rebondir. Et ensemble, ils ont créé une belle histoire. Donc, on peut comprendre aussi cet attachement et cette volonté de gagner ensemble encore et encore. Donc, c'est sûr que s'il peut aller chercher un 2e titre avec eux, je pense qu'il en sera ravi. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur justement le potentiel de sa voiture? Encore une fois, aujourd'hui, DS. Adrien et Paul Lou ensuite. Pour moi, il fait partie des prétendants au titre. Enfin, même si là, il est redescendu 5e au championnat, vous avez dans ce top 5 du championnat, vous avez Verlaine qui est complètement en train de s'écrouler, et vous avez 4 pilotes extrêmement solides. Les 3 qu'on a sur le podium aujourd'hui, Nick Cassidy, Mitch Evans, Jack Dennis qui revient, ça y est, parce que lui, Jack Dennis, il a fait un très très beau début de saison, il s'est un peu effondré, mais ça y est, depuis les 2 week-ends, il a retrouvé la forme, ce que Porsche n'arrive absolument pas à faire. Et Jean-Éric Vergne qui montre que dans les pires journées du monde, il arrive à faire terminer 7e. C'est là qu'on reconnaît les grands. C'est là qu'on reconnaît les grands et c'est là qu'on reconnaît l'ambition de Jean-Éric Vergne pour la 2e partie de saison, parce qu'on est à mi-saison, un petit peu plus maintenant, avec la 9e manche aujourd'hui du côté de Monaco. On va tirer les derniers enseignements de ce prix. On filera ensuite à Séville retrouver Bertrand Latour avant la finale de la Coupe du Roi. Le Real face à Osasuna, ce sera à suivre à partir de 21h10. Et puis on sera à Geoffroy Guichard avec Jérôme Marié également. Saint-Etienne face à Guingamp, c'est votre affiche de Ligue 2. Magnifique affiche encore. 34e journée, ce sera à partir de 18h50 avec Pierre Bouby et Johan Rioux, bien sûr, aux commentaires. Paul Lou, la performance de Jean-Éric Vergne, de DS aujourd'hui, avec cette remontée fantastique, c'est source d'énormément d'espoir pour la suite du championnat. Oui, beaucoup d'espoir. Je pense que Jean-Éric a fait, pour moi, la course de la journée, bien évidemment. Nick Cassidy aussi. Mais partir dernier, remonter 7e, finalement en seulement 20 tours, parce que la course a été un petit peu raccourcie avec les safety cars, c'est incroyable. Et il a fait vraiment la course qui nous avait dit... En avant-course, un tout petit peu prudent sur les premiers tours de course, on les a vus, les 4-5 premiers tours, ils n'ont pas pris de risque, ils sont restés à leur place et après il a déroulé et c'était magnifiquement fait, donc c'est beaucoup d'espoir pour le futur. Et on compare avec Stoffel Van Dorn par exemple, son équipier qui a gagné beaucoup de places également et qui termine lui 9e aujourd'hui. Ouais, il fait une bonne course. Stoffel, il a eu un coup de pas de chance quand il revient après avoir activé son 2e mode d'attaque. Il se fait taper en fait en revenant. Là, c'est juste une question de fait de course. Maintenant, 7e et 9e, ça montre que les 2 pilotes sont solides, les 2 pilotes sont performants. Et encore une fois, il est même encore plus remonté, Stoffel, parce qu'il fait 2 remontées. Parce qu'il était super bien remonté. Il s'est fait taper, il est redescendu, je crois, 15e, et il est remonté une 2e fois 9e. Vous avez dit remonté dans la course, et d'après les informations qui nous viennent de Monaco, on n'a pas les détails, mais très remonté avec ses ingénieurs également, Stoffel Van Dorn. Contre ses ingénieurs ? Contre, oui. Donc, pourquoi peut-être qu'on le saura les 3 et 4 juin prochains pour les prochains prix. Ouais, pour moi, il y a eu quand même aussi au premier mode attaque, ils sont partis ensemble, Jean-Éric et Stoffel Lefer, et on a vu que Stoffel a beaucoup plus perdu de Jean-Éric déjà sur le premier mode attaque, donc peut-être qu'il n'était pas content qu'on lui indique de le faire à ce moment-là. Je ne sais pas, mais ça peut être une idée. C'est la piste pour, en tout cas, la remontée de Stoffel Van Dorn, parti en 21e position, qui termine 9e, et Jean-Éric Vergne, parti 22e, et qui termine 7e de ce prix de Monaco, remporté, on vous le rappelle, par Nick Cassidy, Envision Racing, qui s'impose, Mitch Evans sur Jaguar en 2, et la 3e place pour Jake Dennis, Avalanche Andretti pour une autre écurie privée. Le foot, vous l'attendez l'affiche ce soir, le Real face à Osasuna, 2 fans de foot avec Paul Lou et Adrien. Eh bien, on va les retrouver dans quelques instants. Bertrand Latour, peut-être même maintenant, s'il est prêt, Bertrand, en direct de Séville. Ah, on va retrouver Bertrand, juste le temps de caler le son. En tout cas, l'image, on l'a. Et il fait beau à Séville. T-shirt, manche courte pour Bertrand, qui est en centre
centre-ville, visiblement. On ira le retrouver dans quelques instants. Beaucoup de supporters d'Osasuna, 24 000 supporters. C'est le déplacement du public le plus important de l'histoire du club pour espérer décrocher une première Coupe du Roi dans l'histoire du club face au Real Madrid qui, lui, est en lice pour en remporter une 20e. Bertrand, tiens, il est en place. On va aller le retrouver. Magnifique. Et Bertrand, Séville vous va à ravir. Hein. Bonjour Messaoud. Oui, c'est vrai qu'on est parfois habitué à des déplacements où il fait un petit peu moins bon qu'à Séville. Là, il fait très chaud ici. C'est le jour. On a de la chance avec Corentin Roland qui m'accompagne où il fait le moins chaud. Il fait 32 degrés quand même ici à Séville. C'est vrai que c'est particulièrement plaisant. La météo, elle est parfaite, l'affiche également. Il y a de belles histoires autour de cette finale de Coupe du Roi. Et du côté du Real, ça paraît fou, Bertrand, mais la pression, elle est énorme sur l'équipe de Karim Benzema et Carlo Ancelotti, parce que le retard, il est très conséquent en championnat et que cette Coupe du Roi, ce soir, elle prend une importance très particulière. Oui, l'écart il est même rédhibitoire pour ce qui est du championnat d'Espagne. Ils ont abandonné leur titre. Les joueurs du Real Madrid, ce sera pour le FC Barcelone. Donc sur ces 10 prochains jours, tout se joue pour le Real Madrid qui a l'occasion ce soir de gagner la Coupe d'Espagne. Une compétition, on se dit que les Madrilènes, vu leur palmarès, ont l'habitude de la gagner. C'est pas le cas du tout puisque Karim Benzema, par exemple, n'en a gagné que 2 depuis qu'il est au Real Madrid. Il a gagné 5 Ligues des Champions. La dernière, c'était en 2014, quasiment 10 ans. Donc c'est un objectif majeur. Donc c'est aussi un moyen pour se lancer parfaitement également dans cette Ligue des Champions avec cet affrontement contre Manchester City. Chacun l'attend, c'est un des matchs les plus importants de l'année, mais le meilleur moyen de le préparer, c'est d'aligner la meilleure équipe possible, bien évidemment pour Carlo Ancelotti, et aussi forcément de la gagner face à une équipe d'Osasuna, et vous l'avez dit, Messaoud dans le lancement, qui s'est déplacé en masse ici à Séville, plus de 24 000 supporters, vous le voyez sur les images de Corentin Roland. Depuis qu'on est arrivé à Séville, on ne voit quasiment que du rouge, c'est une marée rouge qui inonde les rues de Séville. Beaucoup de gens sont été au restaurant, boivent un verre comme vous l'avez pu le voir. Certains sont à la sieste aussi parce que je peux vous dire que l'avant-match, je ne sais pas quel match on va avoir, mais l'avant-match il est réussi pour tout le monde. Il y a aussi pas mal de supporters du Real, bien évidemment. Ça interpelle Adrien et Paul Lou. Ils veulent savoir peut-être des indiscrétions sur les compos. Vous en avez déjà ou pas, Bertrand ? La composition d'équipe officielle, on ne l'a pas encore. Ce qu'on peut vous dire, c'est que je suppose que c'est celle du Real Madrid forcément qui vous intéresse le plus. Il devrait y avoir des Français forcément, avec Tchouaméni qui a peut-être la possibilité de débuter cette rencontre puisque Modric revient de blessure. Karim Benzema, lui, sera titulaire également, et Camavinga maintenant est un titulaire de cette équipe. Ça demande encore confirmation, mais c'est un Real Madrid aux accents très français qu'on devrait pouvoir retrouver à 22 h pour cette finale de Coupe d'Espagne. Et nous, on vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée pour continuer de vivre cette journée spéciale finale de Coupe du Roi à la mi-temps de Saint-Étienne-Guingamp. Comme ça, vous avez l'horaire, Bertrand, et vous pouvez profiter de Séville en attendant. C'est beau. C'est parfait. À oui, tout à l'heure. On va essayer d'être sage dans l'avant-match quand même, mais même si les tentations sont nombreuses. Alors, profitez de Séville, rien que le soleil, le cadre et la journée, elle est faite. C'est une ville magnifique et dont il faut absolument profiter. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Séville, n'hésitez surtout pas. À tout à l'heure, Bertrand, avec Corentin Roland, à la mi-temps de Saint-Étienne-Guingamp pour nous parler encore de cette finale entre le Real et Osasuna. Adrien, Paul Lou, merci infiniment. Paul Lou, on se retrouve avant les 24 heures ou pas ? Non. Non. 24 heures. 24 heures. Vous faites quoi ? On a allez, quelques secondes pour savoir. Non, même pas, on n'a pas. Ah bon, on n'a pas. Mais on se retrouve les 10 et 11 juin avec votre équipe IDEC, donc sur les 24 heures dans la catégorie LMP2. Adrien, à très vite. Et nous, on se retrouve juste après. On prépare cette finale de Coupe du Roi en revivant la demi-finale, le match retour exceptionnel entre le Barça et le Real. Le Real, voici comment le Real s'est qualifié pour cette finale face à Osasuna.